Coucou Kadiatou. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Ce sourire, il me fait trop plaisir. Je sens qu'on va passer un trop bon moment. On va bien rigoler. Ça va être canon. Et écoute, on est ensemble pour parler d'entrepreneuriat. Oui. Merci beaucoup d'être là. Bah merci à toi. Vraiment. J'adore tout ce que t'incarnes. Mais merci, c'est Non, gentil. mais c'est vrai, parce que je trouve que tu dépoussières de ouf ton métier. Mhm. Je vais te présenter. Ouais. Ça donne déjà un petit suspense pour les gens. Mais si on te suit sur Insta, tu dégages vachement d'authenticité, vachement de fraîcheur et déjà c'est con à dire mais t'es hyper souriante. Merci. Et non mais c'est important parce que Bah ouais. du coup tu fais un taf qui est vachement institutionnel dans l'idée qu'on s'en fait donc voilà, trop contente de t'avoir ici. Merci beaucoup. Donc ce taf. Tu es avocate en droit des affaires pour les entrepreneurs au barreau de Paris. Tu diriges aussi le club de basket Paris 14. Oui. T'es aussi engagée dans l'associatif avec l'association Ladies and Basketball. Oui. Pour Combini, car madame, on se prosterne, tu as quand même fait un combiné. Oui, mais c'est un peu vieux, ça va. Oui, mais t'as quand même fait un combiné Oui. qui, au passage, et c'est pas le cas de toutes les interviews, que ça soit combiné ou ailleurs, est vraiment passionnant, authentique et qui a cartonné parce que justement, je pense, authentique et sincère. Donc vraiment encore plus un plaisir que tu sois là. Dans ce combiné, t'as dit, j'en ai marre qu'on pense que je ne suis pas avocate parce que je suis noire. Et tu m'étonnes que la vidéo ait fonctionné et interpellé parce qu'en fait c'est scandaleux et genre forcément on est obligé de s'arrêter et de se dire waouh, qu'est-ce qui se passe, comment c'est possible. Ça se traduit comment toi au quotidien, la crédulité des gens? C'est compliqué. En vrai, pendant très longtemps, j'en ai souffert et je me suis dit que je n'ai pas du tout ma place, que on m'accepte pas où je suis, on m'accepte pas comme je suis. Et puis en fait, je me suis dit bah tant pis. Maintenant, je vis enfin. Ça a pris au moins 30 ans de réaliser tout ça et maintenant bah ça roule quoi. Ouais, mais la crédulité des gens au quotidien avec toi, ça se traduit comment? Ils te disent quoi? Et c'est quel genre de métier aussi? Parce que quand tu dis j'en ai marre qu'on pense, c'est qui on? On, c'est tout le monde. C'est les Noirs en premier. Non. Ah si, bien sûr que si. Désolée. Donc t'as des noirs qui viennent te voir Mais oui. et qui te croient pas ou Ouais. quand tu dis que t'es avocate ou Ouais. qui en tout cas de prime abord pensent que tu as un autre taf. Ouais, et quand je dis avocate, ils me disent, alors pas que les noirs, mais ça les noirs, filles, garçons, enfin beaucoup en tout cas, blancs évidemment et d'autres origines qui disent non mais t'es avocate, mais tu travailles pour un avocat, t'es t'es assistante, pas assistante de justice pardon, mais t'es assistante. Tu es peut-être stagiaire, tu es à l'école d'avocat, etc. Mais donc, on tourne autour du pot. Et si ils comprennent que je suis vraiment avocate en ayant justifié que non, j'ai le barreau, que j'ai un bac+5, même si c'est pas obligatoire, tu vois. Et que t'es à ton compte. Et que je suis à mon compte, eh ben, quand je dis que je suis à mon compte, c'est parce que t'as pas trouvé de travail. Et si je dis que je suis avocate et tout, on peut me dire non, mais tu fais droit des étrangers, c'est bien. Et non. Je fais du droit des affaires, le droit de l'argent et tout. Ouais. C'est ouf. Bah, moi, ça me fait rire maintenant, mais pendant très longtemps, j'en ai souffert. Ah non, j'ai trop pleuré. Mais tu peux nous expliquer peut-être des situations quand tu es au tribunal, de quel type de personnes, branches de métier qui viennent, ou peut-être d'ailleurs, c'est intéressant de savoir si c'est plutôt selon toi des hommes, des femmes, qui viennent te voir et pour te dire quoi justement? Eh ben, c'est plus souvent des hommes que des femmes déjà. Maintenant, ça va mieux et c'est différent parce que certains me reconnaissent. Mais avant, c'était dès que je rentrais au tribunal à Paris, en tout cas, que c'était pas la bonne porte. Il fallait que je passe dans la même porte que les justiciables, alors que non, en fait, j'ai ma carte d'avocat. Il y a même un mec qui a cru que c'était une fausse carte. J'ai dit non, mais alors ok, les fausses cartes à Strasbourg-Saint-Denis, il peut y en avoir, mais non, moi j'ai pas fait une fausse carte d'avocat, carte d'identité peut-être, mais bon voilà. Et puis quand ils comprennent que je suis vraiment avocate, c'est toujours des mecs qui sont souvent issus d'immigration qui disent ah mais on est tellement fiers, il faut des personnes comme vous. Donc on passe à je ne suis moins que rien parce que je ne suis pas avocate, alors qu'en fait il y a tellement de personnes du corps judiciaire qui sont importantes, plus que les avocats, vous êtes la fierté de tout un continent. Alors déjà bon, c'est te mettre une grosse pression sur les épaules, mais au-delà de ça, bon, il y a une petite hypocrisie quand même dans l'histoire. Bien sûr. Mais ça a dû être terrible pour toi parce que c'est combien d'années d'études moi en tout j'en ai fait 6 et demi, mais j'ai raté une première fois mon barreau, j'ai galéré pour mes études, mais comme plein de monde, tu vois. Ouais, mais 6 années d'études. Ouais. T'es là parce que tu le mérites. Ouais. Tu sais le travail que tu fournis, tu sais l'énergie que tu mets dans tes dossiers, tu sais les compétences que tu as. Bon, après ça, on y reviendra parce que j'ai aussi une question prévue sur le syndrome de l'imposteur qui concerne beaucoup les femmes, etc. Mais en tout cas, tu sais les résultats factuels et tangibles que tu as.
putain, comment tu l'as vécu d'avoir des gens qui t'amenuisent en tant que personne et qui te réduisent à ta couleur de peau? Ça a dû être terriblement frustrant. Bah en fait, vu que j'ai grandi à Strasbourg, j'ai été tout de suite mis dans le grand bain. Où pareil, je pouvais pas faire d'études, c'est bizarre, tu sais lire, tu parles correctement français. C'est bizarre, tu sais lire? Oui, bien sûr. Et même quand j'essayais de trouver une collaboration au début, c'était mais vous parlez vachement bien français, alors qu'en fait, je fais sujet verbe complément. Oui, j'ai pas d'accent alsacien parce que je suis aussi alsacienne et à force, ben soit tu décides de les éduquer, de les acculturer, soit tu dis que c'est des peines perdues quoi. Généralement, c'est plutôt des personnes plus jeunes, plus âgées. C'est des hommes avant tout, je dirais plus âgés, mais mon âge quoi, hein, bonne trentaine. Ah ouais, donc pas forcément âgés. Ah fait, non, hein. non. Ouais, c'est ouf. Et même quand j'ai des plus jeunes qui sont étudiants, oui, certains diront que je suis plus jeune, mais je vois des stagiaires qui viennent me voir en disant oui, t'es avec qui parce que j'ai pas ma robe, donc on pense que je suis stagiaire et que je viens voir les audiences. Et je dis ben non en fait, j'ai juste pas ma robe quoi. Comment t'as trouvé la force malgré cette diminution, limite même j'ai envie de dire ce rabaissement, je sais pas si ça se dit, t'as capté, de rester, de continuer à être constant dans ton travail et de te dire peut-être je vais leur montrer. Alors parce que ça doit vraiment être très compliqué. Ah oui, il y a une psychanalyste qui est passée par là et je suis toujours accompagnée par un psychologue et un psychiatre, psychologue, sexologue. Je tiens à préciser parce que moi je sais que j'avais un syndrome de l'imposteur, on en parlera plus tard, mais je me sentais pas à ma place en tant que femme aussi. Et alors on me dit est-ce que c'est plus dur d'être une femme ou noire? Je me suis jamais scindée en deux, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très compliqué. Et comme souvent, j'ai oublié le début de ta question, pardon. T'inquiète, c'est l'hiver, on est tous fatigués. Non, mais moi c'est été, saison, enfin tellement que je m'endors. Même moi, tu sais, j'oublie souvent mes questions, mais je ne sais plus moi-même. Voilà, on va être très honnête. Mais du coup, écoute, je vais être très flexible. Ouais. En revanche, tu me parles du syndrome de l'imposteur, donc écoute, si t'es chaud, on y vient tout de suite. On va parler du coup du sentiment de manque de légitimité des femmes, comme ça on est sur le sujet, on y reste. Selon une étude Veuve Clicquot, 65% des femmes ont peur de l'échec, contre 54% d'hommes. Et toujours plus, évidemment. Et selon une étude OnePoll, 62% des femmes disent n'avoir presque jamais eu confiance en elles. Donc, avoir un syndrome de l'imposteur, ce qui est du coup un manque un sentiment d'illégitimité. Est-ce que toi, du coup, ça t'a parlé vraiment en tant qu'entrepreneur? Est-ce que j'ai compris que oui, mais est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples de comment ça se manifestait par rapport à tes collègues, des situations? Et ça serait intéressant aussi que tu nous expliques comment ces gens qui te ramenaient à ta couleur de peau ont alimenté ça et ont eu un impact peut-être. Alors, on va remonter à très très jeune, début des années 90, où déjà à l'école, on pensait que c'était pas normal que je sois noire. On me posait la question de pourquoi j'avais les mains qui étaient blanches et le reste qui était noir. Qui ont les enfants. Wow. Ouais, ça c'était l'école maternelle parce que j'étais la seule noire dans mon école maternelle, primaire, collège jusqu'en troisième. J'étais toute seule. J'étais dans un collège privé, un lycée privé. C'est pas plus une raison, hein. À Strasbourg, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Et on était deux à partir de la troisième. Et puis après, au lycée, on était deux aussi. Et très tôt, on m'a dit tu corresponds pas au code, t'es pas blanche, t'es pas blonde, t'as pas les cheveux longs. Donc très tôt, j'ai eu l'idée que j'étais moche et qu'il fallait que j'utilise d'autres qualités pour me sentir légitime par rapport aux autres. Donc je me suis forcée à être première de la classe, notamment pour mes parents aussi, mais aussi pour me dire je pèse en fait. Donc je suis aussi devenue déléguée de classe dès le CP jusqu'en terminale, parce qu'il fallait que ça pèse. Très rapidement, j'ai fait plein de sports aussi pour dire que j'étais capable, comme les mecs. Tu te mettais une pression de ouf. Ah ouais, j'ai grandi avec une pression. J'ai explosé à 30 ans, vraiment. Mais et explosé fort, parce que j'ai fait un gros burn-out et on reviendra dessus plus tard. Et donc, très jeune, je me suis pas sentie légitime. Quand j'ai eu mon bac, en plus, j'ai eu à 10 tout pile et j'avais trop galéré. Et je me suis dit que j'avais de la chance. Très souvent, je m'étais dit que j'avais de la chance. Même au basket, quand je jouais à un niveau plus intéressant, j'avais eu de la chance. Et à la fac, c'était, si je suis prise, c'est parce que, dans les années supérieures, c'est parce que j'ai beaucoup bossé, mais en master 2, c'est parce que je faisais beaucoup d'associatifs, que je travaillais à côté. J'ai commencé à travailler en intérim à l'âge de 16 ans en Allemagne. Oh. Bah ouais, parce que je voulais gagner de l'argent et acheter les mêmes choses que les personnes plus riches qui étaient dans mon lycée privé. J'ai commencé à voler très jeune, je me suis inventé une vie très jeune.
comme quoi j'habitais dans un quartier résidentiel, que ma mère était chef d'entreprise. C'est vrai, mais elle est femme de ménage. Mais elle est femme de ménage et donc elle a sa clientèle. Donc en fait, je fais déjà l'avocat, comme je dis aux gens. Et je dis que mon père était rentier, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais j'avais compris que c'était le mot à la mode, quoi, alors qu'en fait, il est ouvrier. Je parlais pas de ma grande sœur qui est autiste, parce que j'avais honte de son handicap. Et donc plein de choses, je me suis entièrement inventé une vie entre mes, je dirais, 14 et 19 ans pour être à la hauteur des autres, en fait. Tu complexais de ta classe sociale? Complètement, bien sûr. Bien sûr. Et j'ai acheté plein de contrefaçons. J'ai commencé à venir à Paris quand j'avais 14 ans. À l'époque, il y avait les Intercités, dans 15 ans, où c'était genre à 5 heures de train de Strasbourg, pour m'acheter du faux à Clignancourt, en fait. T'avais besoin de prouver, en fait. Ouais, j'avais besoin d'exister et l'existence passait par les marques. Et je te passe les magouilles capillaires, comme j'appelle ça, avec des tissages comme pas possible, des brushings comme pas possible, parce que j'avais aussi honte de mes cheveux, j'avais honte de mon visage, j'avais honte de mon corps, parce que j'ai un corps athlétique. Alors maintenant, c'est à la mode, donc je reviens sur scène, tu vois. Mais pendant très longtemps, j'étais pas à ma place. Et qu'est-ce qui a fait qu'avec le temps, tu t'es dit, OK, maintenant, je suis à ma place, j'ai plus besoin de me changer, de porter un masque, je m'assume comme je suis et comme j'ai envie d'être? Ben, le titre d'avocat, déjà, ça change tout. Là, déjà, mon père revient dans la photo du genre trop fier que sa fille soit avocate, alors qu'avant, il me parlait plus trop du fait du divorce de mes parents. Et puis, j'étais, ça y est, je pêche, je travaille dans un cabinet américain, j'ai réussi pour mes parents, mais intérieurement, j'étais tellement bousillée, tellement fatiguée, alors que j'avais 28 ans, en fait, seulement. Et puis, je pense que la goutte d'eau, ça a été genre un mois après que j'ai prêté serment. Mon associé me dit tu n'as rien à faire en tant qu'avocate, t'es pas faite pour être avocate. N'oublie pas. Et ça, c'est un truc qui m'avait vraiment choquée. Il m'avait dit n'oublie pas que en SES, t'apprends que 95% des enfants font le même métier que leurs parents. Donc, tu devrais être plutôt soit femme de ménage, soit ouvrier, mais tu n'as rien à faire là. Ton associé t'a dit ça? Ouais. Associé de cabinet américain. Waouh. Ouais. Comment tu te remets de ça? Ah ben 6 mois de burn-out. T'arrêtes de travailler? Ah ouais, j'arrête de travailler. Ben, la première fois, j'arrête parce qu'il me fait travailler comme une folle, en me disant, je pense que t'es pas faite pour la profession. Il m'avait pas du tout laissé de congé et tout. Et puis, je reviens, je commence à vomir pas très loin du cabinet. Je commence à avoir des œdèmes musculaires. Et je suis vraiment pas bien. Mais je me dis, je vais pas lâcher. Je suis à 2 doigts de prêter serment. Je suis quasiment à l'apogée pour mes parents. Il faut que je donne un dernier coup de collier. Je prête serment au jour de mon anniversaire, parce que je suis une gamine un peu. C'était le cadeau que je me suis donné. L'anniversaire, c'est le 28 janvier. Ouais, c'est bientôt. Et j'ai prêté serment à ce moment-là. Mes parents étaient super fiers. Moi, j'étais en arrêt de travail. Et je leur ai dit, j'ai fait ça pour vous, mais je sais pas si je vais rester dans la profession. Je suis retournée au cabinet. Et après, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment faire ça? J'ai fait ça avant tout pour ma mère, qui m'a dit, tu seras ou avocate ou médecin. T'es un peu la première dans la lignée, même si t'as une grande sœur qui est autiste, il faut que tu montres l'exemple. La pression vient peut-être de là aussi. Hein. Bien sûr, et j'ai grandi avec la pression, et puis j'ai une grande sœur qui est décédée à l'âge d'1 mois, etc. Et donc, je suis née et j'ai grandi avec cette idée-là. Et ma mère avait divorcé la première fois. Et donc, j'étais son bras droit, en fait. J'étais son co-CEO. Mais comment on vit avec l'idée qu'on doit être parfaite? Parce que c'est ça, en fait. Mais en fait, tu seras parfaite, je limite. Enfin, moi, je grossis le trait, mais tu n'as pas le droit à l'erreur. Ah non, t'as pas le droit à l'erreur. Quand t'es enfant et même adulte. Tu ne sais pas. Tu ne t'en rends pas compte. T'as une mission, c'est être un exemple pour ta mère, faire ce qu'elle veut. Et grand merci, elle nous a donné une sacrée, j'allais dire une bip d'éducation. Elle a tout fait. Ouais, elle a tout fait. Elle nous a donné une putain d'éducation. Vraiment, elle a tout fait pour nous. On est 5 filles. Elle a travaillé, mais comme pas possible pour nous. Et c'est la moindre des choses que je pouvais lui rendre, en tout cas lui rendre l'appareil pour ça. Mais ouais, tu te rends pas compte en fait que tu dois être parfaite. Ah, si on revient sur cet épisode horrible, innommable, j'ai même pas de mots de ce que t'as dit à ton associé. Ouais. Est-ce qu'après ça, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Est-ce que tu arrives à revenir? Déjà, qu'est-ce qui te donne envie de revenir dans le game? Parce que je pense que quand t'es à plat à ce point-là, il faut que t'aies un pourquoi, un why suffisamment puissant pour. Et est-ce qu'en revenant, pour une raison ou une autre, peut-être un travail sur toi ou quoi, t'arrives à revenir en étant moins dur envers toi-même, en ayant moins de pression et en te disant qu'à dit à tout, c'est bon, t'es humaine, t'es pas parfaite, t'as droit à l'erreur. Est-ce qu'il y a eu un vrai changement? Il y a eu un vrai changement. Moi, déjà, j'avais commencé une psychanalyse juste avant de retourner pour la première fois. J'ai eu un arrêt de travail de 6 semaines. J'y suis retournée 6 semaines et après, je me suis arrêtée 6 mois.
Et c'est surtout pendant les 6 derniers mois d'arrêt de travail où j'ai accueilli mon arrêt de travail et j'ai accueilli toute la souffrance que j'avais avant et j'ai réalisé, en fait. Ça a dû être terrible. Ouais. Il y a eu un beau changement. La première fois, j'y suis retournée vite, tout simplement parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait un emprunt de 25 000 euros qu'il fallait que je rembourse. Donc, je me suis dit, en fait, sinon je peux pas payer. Donc, ça va être compliqué. Et je peux pas payer mon loyer et tout, quoi. Et puis après, je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour savoir ce que je veux vraiment faire. Ça y est, là, j'ai coché les cases pour mes parents. Je suis avocate de profession. Je l'aurais été au moins quelques mois si j'arrête. Et je me suis dit, mais en fait, le métier, je l'aime bien. Si je reviens, mais ça, c'est vraiment 5 mois plus tard, avec 3 séances par semaine chez un psychiatre, où je me suis dit que j'allais venir, mais surtout exercer la profession pour moi. Et j'irai voir là où ça me plaît. Et du coup, j'ai quand même fait 6 cabinets en 7 ans, dont un de 4 ans. Mais chaque fois que ça n'allait pas, je me barrais, quoi. Donc, si je résume, toi, ce qui t'a vraiment donné envie de revenir, c'est l'amour du métier, finalement. Ouais, c'est l'amour du métier. Et puis même, moi, je l'ai jamais en vrai. Je me dis, il faut que je me laisse au moins une deuxième chance. Et puis après, on verra, quoi. Et là, je me suis laissé certes plein de chances, mais j'adore le métier. Et c'était aussi pour dire que c'est un sport d'être avocat, mais c'est pas le même maillot. Donc, tu mets le maillot que tu as envie. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi fière d'exercer ce métier de cette manière-là. Aujourd'hui, on me dit, mais t'as pas l'impression d'être un produit ou de faire plutôt de l'influence juste pour attirer du monde? Et en fait, non, c'est que maintenant, à mes quasiment 36 ans, j'ai envie de dire à ces jeunes que s'ils veulent, ils peuvent, et sinon, ils vont faire autre chose qu'ils le feront aussi, quoi. C'est grave stylé, quel parcours de ouf. Ce que tu transmets, c'est incroyable. Ouais. Ouf. Alors, si tu veux bien, on va revenir sur le fil où on a prévu de parler de la motivation entrepreneuriale. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre aujourd'hui, c'est vraiment de savoir, en fait, pourquoi tu as envie de rester entrepreneur. Parce que ton taf, on le rappelle, c'est d'être avocate en droit des affaires. Oui. T'as de la merde toute la journée. Toute la journée. Mais en plus, j'adore la merde, quoi. Ah non, mais non. T'as fait un post LinkedIn il y a 2 semaines, mais j'étais pliée de rire, meuf. Qu'est-ce que j'ai dit encore? En fait, moi, c'est pour ça que je suis très contente que tu sois là. C'est quand tu cherches pas à te cacher derrière des grands. Ah non. Derrière une profession qui pompeuse. Tu parles hyper français et je vais citer ce que t'as dit dans ce post LinkedIn. Alors, dedans, t'as dit, je suis Kadiatou, avocate depuis bientôt 8 ans, spécialisée en contentieux des affaires. Entre parenthèses, égale toutes les embrouilles que tu peux avoir au quotidien. Tu veux te séparer de ton associé, ton bailleur te fait la misère, on te doit de l'argent, tu refuses de payer pour un travail mal fait, on copie ton idée, tu frôles la faillite, etc., etc. C'est génial. En vrai, ça parle pas français. Moi, je me. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et il y en a, ils me demandent, mais qui écrit tes posts? En fait, alors oui, ça m'est déjà arrivé de passer par ChatGPT, mais c'est avant tout moi, quoi. Là, ça serait dommage de passer par ChatGPT parce que je trouve que t'as une façon de raconter qui est marrante et qui est cool, quoi. Je me prends pas la tête, hein. Vraiment, parfois, vaut mieux pas savoir d'où j'écris mes posts, mais parfois, il y a des endroits où on peut se sentir seul et voilà. Donc, les toilettes, clairement. J'adore. Non, mais en vrai. On a les backstage. Il y a de l'inspiration. Non, mais en fait, le métier d'avocat, on pense que c'est un métier ultra prestigieux. C'est un métier où il y a des longues études. Mais en fait, dans beaucoup de métiers, surtout aujourd'hui, tu peux avoir des aussi longues études, mais il n'y a pas la même noblesse. Et je trouve que, je dis pas que c'est un métier qui est moins bien que les autres, mais c'est un métier comme les autres. Il faut de l'humain. Il n'y a pas que de l'argent et il n'y a pas que des gros clients. Tout le monde a besoin d'être accompagné. Et moi, je sais que quand j'étais plus jeune, dans mon quartier, on nous aidait pas, alors pas moi, mais par exemple des personnes plus âgées, on les aidait pas parce qu'elles avaient pas fait d'études, parce que elles savaient pas lire, etc. Mais elles avaient plein d'idées. Et en fait, moi, c'est eux les entrepreneurs qui me plaisent parce que en fait, ils se sortent les doigts du cul. Mais j'adore. Et voilà. Mais en fait, si je comprends bien, t'as été vachement avocate dans le salariat. Ouais. Tu sais pourquoi tu l'as quitté? Ah ouais, complètement. Et tu nous diras, et ça m'intéresse, si pour toi, toutes ces situations, tous ces bourbiers là que tu gères au quotidien, si ça constitue vraiment une charge mentale ou si tu arrives à séparer. Et dans tous les cas, toi, est-ce que peut-être le fait que tu as comparé avec le salariat et que ça t'a un peu deg, c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui t'es à ton compte, ton cabinet, il porte ton nom, c'est Kadiatou. Ouais, j'ai toujours pas trouvé de marque. Ouais, tranquille, t'es ta marque, hein, meuf. Ouais. T'es la star que tu pensais. Ouais. Est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir comparé, d'avoir été deg par le salariat qui fait que malgré toutes les galères, et on sait qu'il y en a dans l'entrepreneuriat,
tu restes et tu continues, quoi. Alors, j'ai été dégoûtée par le salariat, pas dans mon dernier cabinet où c'était très bien, où on avait le côté entrepreneurial. Et justement, c'est aussi des entrepreneurs qu'on avait au quotidien. Mais c'est juste, en fait, moi, je me suis toujours dit que accompagner des personnes, même quand j'ai été déléguée de classe, j'ai 2 personnes en tête qui viennent toujours. C'est Desperate Housewives, avec Brie Van Der Kamp d'un côté et Gabi de l'autre, derrière son buisson, où en fait, elles voient ce qui se passe dans leur quartier. Et ce qui va pas, elles vont peut-être essayer d'en parler, de le résoudre. Et en fait, beaucoup disent que c'est du droit pour les nuls. Mais moi, ça me passionne de faire du droit du quotidien. Parce que sans ça, tu peux pas aller plus haut, tu peux pas aller sur les opérations complexes. Et ça se trouve, ça t'intéresse pas, les opérations complexes. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit au fur et à mesure que le droit pour les nuls, comme on a pu me dire, ça m'intéressait. Et pour répondre à ta question de charge mentale, moi, je pense être quelqu'un quand même de très, très sensible et hypersensible. Donc, j'ai une défense qui est plutôt émotionnelle que juridique. Et je me suis énormément retrouvée dans mon dernier cabinet à accompagner des personnes émotionnellement, aller au front, vraiment, à la bagarre, tout ce que tu veux, comme un match de basket, comme un match de boxe, peu importe. Et en fait, d'y mettre toutes tes tripes. Et si on perd, on aura donné le maximum. Et puis, après, effectivement, il y a le droit, on joue avec. Mais ouais, charge mentale importante, mais ça me passionne. En revanche, je dors très vite, quoi. J'arrive à couper. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que de base c'est pas ta personnalité, hein. Si on remonte vraiment à la petite caricature, rien à voir. C'est contrôle, c'est performance. Je dois être parfaite. Je sais pas du tout quels sont tes résultats. J'imagine vraiment très très bons. Parce que... mais ils ont été très mauvais aussi parce que trop de pression. Hein. Ouais, mais justement ça c'est des choses à accepter. Plus, j'imagine que voilà, t'as des clients qui sont parfois un peu compliqués. Plus l'entrepreneuriat c'est galère, etc. Toi, est-ce qu'aujourd'hui t'arrives à avoir ce lâcher prise qui, je pense, est indispensable autant dans ton taf, entre les victoires, les défaites, je sais pas si ça s'appelle ça, et aussi tout ce qui gravite autour, quoi. Parce que sinon, tu laisses ta santé mentale x10. Ouais, non, mais du coup, j'ai déjà souffert une fois, j'ai déjà eu des problèmes de dos parce que je pense que je faisais trop de sport pour décompresser. Et en fait, je me dis, je fais ce que je peux. Et en fait, vaut mieux faire que rien faire du tout. Et voilà. Et après aussi, la réalité, c'est que certes, les clients ont des problèmes, mais parfois, c'est aussi de leur faute. Et il faut aussi qu'ils se remettent en question. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait, que je lâche prise. Vraiment, sinon, sinon, ce serait trop compliqué. En plus, je suis toute seule, vraiment. Et ça a beaucoup d'inconvénients, mais ça a un avantage de ouf qu'est la liberté. Et ça, franchement, pour rien au monde, je la lâcherais. Et après, je pense que je suis quelqu'un qui suis assez désorganisé. Je sais toutes mes tares. En fait, je sais sans dire que je suis pas à ma place, etc. Mais je sais comment je suis. Je sais que je suis en retard. Je sais que je vais arriver en audience en transpirant comme pas possible parce que j'ai couru de ouf. Je sais aussi que je lâche jamais. Je peux perdre des dossiers. Même après avoir perdu, j'essaie quand même de gagner. Je donne tout ce que je peux. Et si je peux pas, en fait, j'arrête et ça va bien se passer. Personne ne meurt, je ne sauve pas des vies, je ne suis pas médecin. Je suis que avocate. Tu te connais, tu respectes les limites. Complet. C'est la clé de tout. Ce qui est hyper fort aussi dans ton discours, c'est que tu as parlé de ton associé avec qui ça s'est pas super bien passé, pas du tout. Et aujourd'hui, tu es seule. Le fait d'être associé ou d'être solopreneur, ça porte ce nom-là, hein, entrepreneuriat tout seul, c'est vraiment 2 grands sujets dans l'entrepreneuriat. Toi, aujourd'hui, est-ce que si peut-être t'avais le choix ou peut-être t'y penses, t'aimerais aujourd'hui t'associer à quelqu'un ou est-ce qu'au contraire être solopreneur, ça te convient et pourquoi et pourquoi pas être associé du coup? C'est marrant parce que du coup je défends des entrepreneurs qui s'embrouillent. Du coup ça te donne pas. Et je leur dis de ouf. Non, en plus c'est des potes, c'est des frères, c'est des époux. Je dis mais pourquoi? Pourquoi vous associer? Vous pouvez être libre tout seul. Mais parfois il faut aussi s'accompagner de personnes qui sont plus spécialistes. Et moi, je sais qu'il y a des choses où je suis spécialiste, genre mon métier, tout ce qui est, je sais pas moi, compta, etc. Je suis une grosse quiche, donc je me fais accompagner. Mais après, m'associer, franchement, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que on mettrait un frein à ma liberté. Et en fait, on est dans un monde, cette phrase, on est dans un monde, pardon, où moi j'ai vu tellement de jalousie, en fait, que ça y est, j'ai plus envie d'avoir une personne qui me dit mais comment t'arrives à faire ça? Comment t'arrives à faire ça? Parce que les questions qu'on me pose souvent quand on voit ce que je fais, c'est est-ce que t'arrives à dormir? Oui.
Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sport, parce que je fais beaucoup de choses à côté, mais en fait, c'est mon équilibre. Je suis une pile électrique et c'est comme ça. Et là, pour le coup, c'est plus des femmes qui te disent non, mais ça c'est normal parce que t'as pas d'enfant. Hein. Ah oui, cette phrase. Ouais. Ah ouais. Bah j'ai hâte. Pas comprendre. Tu peux pas comprendre, mais j'ai hâte d'avoir genre 7 enfants et de faire la même chose en fait, avec les gosses comme ça. Et après, et tu sais, t'as des petites piques comme ça parce que elles n'y arrivent pas, donc elles vont projeter. Mais ça, c'est ton dos. Si t'as un problème, va te faire accompagner. Je peux te donner les coordonnées de ma psy. Ouais, mais de fou. Donc voilà. Et c'est pour ça que l'association, je suis pas sûre. Parce que j'ai pas envie d'être contrôlée, en fait. En fait, être solopreneur, pour toi, c'est vraiment la liberté. Ouais, c'est la liberté. Même si ça manque, hein, parce que dans le cabinet où j'étais, on était 90. Donc là, je passe de 90 à 1. Alors, je parle beaucoup, je peux parler toute seule, je peux avoir des petits troubles comme ça. Mais, j'adore. Mais tu fais vite le tour quand même. Donc, bon. Tu peux aller sur les réseaux et puis après, bon, bah, les réseaux, c'est toujours la même chose. Enfin, pas toujours la même chose, mais tu vois, même juste d'échanger en termes de strat, etc., quoi. Ah, c'est plus un complément de vision, parce que autrement, j'allais te dire des interactions sociales. Ah oui, j'en ai. Non. Truc, plein de choses. Ouais. Plein d'autres choses. Oui. Et heureusement que j'ai personne qui me dit, oui, tu reviens quand, tu seras quand au bureau? Ben, je sais pas, en fait, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu me saoules? Ouais, t'as du travail, non? Voilà. J'adore. Pas travailler. Ouais, c'est toi avec toi-même. Ouais, voilà. Au moins, comme ça, c'est safe. Oui. On va parler des jeunes en France. Je sais que c'est un sujet qui te touche, hein, les jeunes. Hein. Je sais que sensibiliser, transmettre, c'est important. Tu vas intervenir bientôt chez Sciences Po Paris. T'as vu le travail ou pas? Ouais, j'ai vu. Oh, waouh! Pour démocratiser le métier d'avocat et aussi pour parler de l'autocensure chez les jeunes. Ouais. C'est quoi l'autocensure chez les jeunes? Ben, dès qu'ils sont petits, à l'école, on leur dit, vous venez de tel et tel endroit, vos parents font tel et tel métier. Ça va être dur de faire autre chose, hein. Parce que vous n'avez pas forcément les bonnes cartes en main, clés en main. J'ai du mal avec les expressions. Ouais, t'inquiète, tout est permis ici. C'est clé, mais on s'en fout. T'as pas les moyens d'y arriver. Donc, ça va être plus dur pour toi. Et ça, moi, je pense que si ma mère m'avait pas poussé, eh bien, j'aurais décroché très tôt. Si j'avais pas mes coachs qui contrôlaient nos notes, j'aurais décroché très jeune, comme beaucoup de personnes autour de moi. Et donc, je pense que il faut déconstruire très tôt. Et je sais que même quand je vais dans les écoles primaires pour parler de cyberharcèlement, de parler des droits qu'on a à l'âge de 7 ans, etc., on pense pas que je suis avocate. Ça, c'est pas normal non plus, tu vois. On pense que tu es quoi? Eh ben, un autre métier. Mais genre avocate, c'est un métier... c'est un métier, hein, parce qu'ils disent ça. C'est ouf. C'est ouf. Ce qu'on leur... Tu te rends compte, ça veut dire ce qu'on leur met dans la tête. Et c'est des CP. À 6 ans, t'as la tête vide. C'est que vraiment, ils ont déjà tellement de biais en eux. C'est effrayant de ouf. Hein. Oui. Ou certains pensent que t'es juge parce qu'ils ont vu New York Unité Spéciale et que la juge, elle est au milieu comme ça et elle dit sustained. Bah, c'est déjà mieux. Oui, c'est mieux. Mais sinon, non. Et c'est pour ça qu'en fait, si dès l'enfance t'arrives pas pour leur dire pour déconstruire leur idée, pour moi, c'est quasiment trop tard. Toi, quand t'étais plus petite, justement, t'avais ça, justement, ces fameux... Attends, c'était quoi le terme, cette fameuse autocensure? T'avais des pensées militantes sur ton avenir? Bien sûr. Bien sûr, je pensais que j'allais être comme ma mère, que j'allais galérer comme ma mère, que ça allait être horrible, alors que ma mère, elle a galéré, mais je pense que ça va, c'était pas non plus aussi dur que ce que j'imaginais, et que moi, ça allait être très dur au quotidien, qu'il fallait que je travaille 10 fois plus, 15 000 fois plus pour y arriver. Et je me suis dit ça jusqu'à 29 ans, en fait, jusqu'à mon burn-out. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir les jeunes à mon tour en leur disant non, ce ne sont que des croyances, c'est ce que vous entendez autour de vous, et certains qui vous transmettent ça, c'est parce que eux-mêmes ils ont peur. Et c'est très facile de piquer les autres que de se recentrer sur soi et de faire le bilan un petit peu. Mais bien sûr, mais c'est hyper important les représentations. Et t'en es une, ça fait partie de l'éducation pour justement déconstruire ce mot, il est grave important, tous les biais qu'on met dans la tête. Et toi, justement, par rapport à tes proches, par rapport à ta famille, par rapport à ta mère, on a un petit peu parlé du cadre familial où elle a grandi, mais est-ce que pour toi, dans cette... j'ai compris que ta mère avait beaucoup d'ambition pour toi. Est-ce que pour toi, c'était possible petite, d'être avocate à ton compte, tu pouvais projeter ta vie comme ça dans le quartier où t'as grandi? Pas du tout. Non, déjà je savais pas quoi faire. Dans la classe sociale. Pas du tout. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Ma mère m'a toujours dit avec toutes mes sœurs, tu seras ou avocate ou médecin, donc je me suis dit bon j'ai pas trop le choix en termes de métier. Si à un moment je lui ai dit que je voulais devenir basketteuse professionnelle, la réaction était assez rapide.
C'est-à-dire? Non, 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 c'est pas ça. Mais du genre, c'est pas un métier. Ah C'est oui, pas un métier. après, ouais. Des choses comme ça. Et après, Ouais. je lui ai dit que je voulais travailler dans la mode. Elle m'a dit c'est pas un métier non plus. Je fais bon, quand même. Et donc voilà, c'était assez normé. Il y a deux métiers pour elle. Ouais, c'est ça. Médecin, C'est ça. Mais pourtant, plus tard, je savais pas du tout où j'allais me retrouver. Déjà, je regardais Charmed et je me disais, je regardais les lignes de ma main. Mais en fait, celle du milieu, elle est courte, je vais mourir tôt. Je me disais ça. Donc franchement, avant 30 ans, je me suis dit que j'allais être morte. Vraiment. Ah ouais. Mais ça, Projet de vie. c'était même pas un dark side, c'était genre, mais j'ai trop de trucs différents. Et donc, non, je savais pas du tout. Je savais juste qu'il fallait que je travaille au jour le jour pour que ma mère soit contente. Je parle énormément de ma mère, mais parce qu'on est très proches. Et aujourd'hui, je me dis, je suis avocate à mon compte. Même moi, je réalise pas forcément. Non pas que c'est un syndrome de l'imposteur, mais j'avais pas spécialement pour ambition, même en tant qu'avocate, d'être à mon compte. Je pensais pas du tout entreprendre. C'est venu d'un coup à partir du moment où j'ai commencé à être visible sur les réseaux sociaux. Ça a été un... Pourquoi? Ça a généré quoi chez toi? Bah, déjà beaucoup de clients. Donc forcément, je me suis retrouvée assez vite étranglée. T'as eu des sollicitations directes? Ah mais depuis, trop bien. Ouais, vraiment depuis cette vidéo que j'avais fait avec un pote via Anecdate, qui n'avait rien à voir. C'était en fait c'est des podcasts sur le dating. Je suis encore arrivée 3/4 d'heure en retard. Vraiment les rencontres amoureuses? Ouais. Incroyable. Et c'était un client du cabinet à l'époque et il voulait me faire intervenir sur est-ce que être une femme en 2023 c'est compliqué. C'était pour la journée du 8 mars. Et je lui avais dit, en fait, c'est compliqué pour moi parce que pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en audience et un confrère a cru que j'étais une prévenue et j'expliquais que le mec m'a montré les salles d'audience en me disant, attendez votre avocate, elle va vous dire, mais bon, la criminelle, on se fait vite sanctionner. Et après, il voit avec ma robe et il me dit, mais vous êtes cruelle, vous m'avez pas dit que vous étiez avocate. Je lui dis, écoutez, il y a un beau gosse qui parle, je l'écoute, je lui laisse parler. Et je pense que cette réaction où je me moque des gens, qui a fait que la vidéo était devenue virale. Et en fait, j'ai enlevé Instagram assez vite après parce que je me levais, j'avais des centaines et des centaines de personnes qui se mettaient à me suivre ou qui m'écrivaient en me disant je vais écrire un livre sur vous, mais j'ai fait mais monsieur, je ne vous connais pas. Enfin, ça t'a fait peur? Ça m'a fait peur. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue. Mais des jeunes qui m'ont... C'était oppressant. Ah, c'était oppressant. Des gens qui voulaient me laisser m'asseoir dans le métro. J'ai dit, non mais, alors excusez-moi, sauf erreur, je suis valide, hein, ça va? Je veux rester debout. Ouais, donc toi, ça t'a fait flipper. Ah, ça m'a fait flipper de ouf. Et puis après, j'ai eu des sollicitations, mais pour que j'accompagne des personnes dans leur contentieux entrepreneurial, quoi. Et donc là, je me suis dit que j'allais me lancer. Mais sinon, à aucun moment, je m'imaginais devenir même associée dans un cabinet parce que l'esprit d'équipe de travailler ensemble, ça allait. Et puis même, quand t'es pas entrepreneur, t'as pas de galère. Tu fais ton travail, t'as un salaire qui tombe à la fin du mois. Là, autre bail. Ah ouais, non, c'est parcours du combattant, entrepreneur. Et quand t'as des traits hauts, tu vas avoir des traits très bas. Ouais. Et donc jamais je m'étais imaginé être entrepreneur à mon tour. Et est-ce que tu penses que l'école elle a un rôle à jouer dans ce mindset? Parce que franchement, mais oui, on en parle beaucoup avec les invités que je reçois. L'école formate un petit peu des petits salariés. Hein. Bien sûr. On apprend vraiment à respecter l'autorité, voire la soumission. On est assis du matin au soir. Ouais. Et que ça soit primaire, collège, lycée, l'entrepreneuriat, ni en termes de mindset, ni même en termes de mots. Ça, on nous parle, même moi je me souviens, je sais pas toi, mais j'ai des souvenirs du collège, quand tu travailleras dans l'entreprise où tu travailles, bien sûr. Tu travailles au service d'eux. Oui. Ah, tu travailles pour. C'est un conditionnement, tu travailles pour. Tu travailles pour, pas avec, et t'as des heures à respecter, un peu comme quand tu vas au collège, t'as un emploi du temps, on t'apprend limite à pointer le soir quand tu t'en vas, à faire un retour à ton supérieur hiérarchique, et c'est très traditionnel. Mais on te parle pas du tout du mindset, même d'avoir de l'audace, de pas avoir peur. On te dit que c'est jamais assez. On te dit pas quand c'est bien. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat, il y a quand même une bienveillance, il y a une solidarité. Tu sais, t'as pas la pause café où tu vas parler sur les autres. C'est pour ça. Moi, j'ai fait un stage en entreprise. Quand j'ai raté mon barreau, je me suis dit, non seulement je suis heureuse d'avoir raté le barreau, même si j'en ai très souffert parce que c'était un bel échec, mais je me suis dit, jamais l'entreprise et jamais les grands comptes, quoi. J'étais chez Air France KLM
Mais en fait, j'ai bu beaucoup de café déjà, c'est pas nécessaire. Et puis, tu sais, t'as des phrases qui m'ont vraiment marqué du genre ah non mais là 17h20 il faut partir parce que le RERB c'est il y a quand même beaucoup de galères donc c'est fatigant, rentre tôt Kadiatou. Et j'étais mais moi j'ai pas fait toutes ces études pour me dire à 17h20 il faut rentrer etc. Non, il faut un peu de piment, tu vois. C'était pas ton mindset du tout. Pas du tout. Et donc oui, pour revenir à l'école, on te parle pas du mindset, on te parle pas du fait pourquoi tu travailles, qu'il peut y avoir de la réussite, que tu peux t'entourer de personnes qui sont spécialisées sur la matière, que tu peux te planter surtout. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça qui est beau. De fou. Ouais, même si ça fait chier de te planter, mais d'accueillir le fait que tu sois planté, de souffrir et de repartir de plus belle, bah ça on te l'apprend pas. Tiens, mais c'est grave intéressant. C'est quoi pour toi le mindset entrepreneurial? Te planter, être audacieux et ne pas avoir être audacieux et te dire teste. Tu te planteras 9 fois sur 10, mais tu seras content de l'avoir fait, pas de regret. Et vraiment, je pense que c'était ma toute première intervention publique, c'était à l'Institut d'engagement pendant le Covid, avec une meuf qui s'appelle Magali Munoz, présidente de club de foot dans le 14e, qui m'a dit, c'est mieux de faire, better is done than perfect. Et je me suis dit, mais en fait, cette go, elle a tellement raison. De toute façon, je me suis toujours battue pour tout. Ça n'a jamais été parfait. Et puis là, on est enfermé chez nous, on est confiné, on sait même pas si on va survivre, en fait. Donc, depuis, je me suis dit, je tente, je me plante, c'est pas grave, quoi. Mais t'as tellement réussi à déconstruire, meuf, c'est ouf. Parce que là, d'avoir ce mindset entrepreneurial, de dire, l'échec, c'est OK. Alors que tu partais avec, une scolarité, première ou rien, c'est ouf. Tu réalises quand même. Je réalise. Personnellement. Mais ça fait pas très longtemps que je le réalise. Et puis, je vois beaucoup avec mes confrères, notamment sur LinkedIn, qui parlent de leur succès en contentieux, des affaires qu'ils ont gagnées et tout. Je suis, mais moi, j'ai tellement perdu, frère. Enfin, moi, la première audience, et c'est ce que j'explique à mes étudiants, je me suis perdue dans le tribunal parce que le tribunal est trop grand, quoi. Et je suis arrivée après j'étais en avance. Je me suis quand même perdue. Moralité, ne soyez jamais à l'avance. Tu peux perdre. Et mon client s'est fait condamner parce que j'étais pas devant la salle d'audience. Et ma contradictrice, l'autre avocate, m'a dit, non, mais en même temps, comment vous voulez devenir avocate si vous savez même pas vous diriger dans un tribunal? Mais en fait, ma sœur, je t'appelle, tu me raccroches au nez, alors qu'en fait, j'étais juste en dessous de toi. Ça sert à quoi de mettre des bâtons dans les roues? Ton client a gagné un dossier, je vais faire appel, je vais te niquer ta race, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Pour les malins, là. Donc, voilà. Et donc, depuis, je me dis, je me plante, ça fait chier, j'en pleure, clairement. Mais je sais que ça ira mieux. Il faut avoir un mindset de ouf dans ton taf, dans l'entrepreneuriat. Moi, je réalise pas en vrai. Blindé de ouf, Mais t'as vu toutes les attaques que tu décris depuis le début? Je sais. Mais en vrai, ça va. À balles réelles, Ouais, c'est à balles réelles, mais en vrai, ça va. Ça va. Ouais, parce que t'es blindax, Ouais, je suis blindax. Après, t'es humaine, t'es comme oui, je suis vraiment, et je pense que ça, c'est important. Enfin, moi, je suis très humaine, trop parfois, et donc je démarre au quart de tour. Mais je pense que c'est ça aussi ma plus grande force. Et je me connais encore une fois. Donc maintenant, ça va continuer à tirer à balles réelles. Et puis grâce au réseau, à cause des réseaux, je me prends des tirs de ouf. Mais de l'autre côté, je me dis que je suis entourée des miens et je sais avec qui parler, quoi. Ouais, et puis faut pas s'en prendre aux gens qui ont grandi en quartier. C'est répondre. Non, mais ils savent pas. Ils savent pas. Tu sais pas. T'es pas prêt, mon pote. Ce genre de ouf. Écoute, si tu es d'accord, on va parler des valeurs en tant qu'entrepreneur. C'est un sujet qui est pas mal. Sur Insta, tu as écrit mon rôle dans ce programme. Donc un programme 100% gratuit porté par la CCI, on le rappelle, où du coup tu es ambassadrice. C'est un programme qui s'appelle Boost Entrepreneur Objectif Excellence et qui est un accélérateur dédié aux entrepreneurs ambitieux. T'as dit mon rôle dans ce programme, ça sera de vous inspirer, partager mon expérience et vous accompagner. Ça sera l'occasion idéale pour découvrir, apprendre et créer un réseau solide. Moi, j'ai envie de te demander, quand t'as appris que t'allais être ambassadrice, tu t'es dit que ça serait quoi la vibe, les valeurs que tu voudrais absolument transmettre à tous ces entrepreneurs? C'est une opportunité en or, mais c'est aussi un grand pouvoir. Ouais, déjà quand on m'a appelé pour me dire ça, je me suis dit c'est encore un prank. Moi, c'est ma passion. Je me dis mais pourquoi on m'appelle encore un prank quand on a fait? Non mais une fois, il y avait un collègue avec qui je m'entends super bien, qui m'avait recruté dans mon ancien cabinet, qui m'avait fait croire que en fait j'avais gagné des places pour la NBA. Et en fait, c'était pas vrai. Je trouve ça horrible. Ouais, c'est pas cool. Non, c'est pas cool, mais c'est un sale gosse, en vrai. Mais je l'adore. Thomas, si tu me regardes. Du coup, à cause de lui, t'es là, tu doutes, genre. Ouais. Et franchement, c'est des années plus tard. Et en fait, je me suis dit, moi, j'ai juste envie de transmettre qu'on peut être heureux
au quotidien. Et j'ai juste envie que ces entrepreneurs, ils soient satisfaits de ce qu'ils font au quotidien. Et effectivement, ça passe par plein de valeurs. C'est de prendre du temps, de réaliser aussi parfois qu'on fait fausse route, de se remercier, de se donner du temps au quotidien. Certes, si c'est pour un projet, pour des clients, mais c'est avant tout pour soi qu'on le fait. Et si on est heureux avec nous-mêmes, eh ben forcément, on sera heureux avec les autres. Et donc, c'est avant tout ça que j'ai envie de transmettre. Et après, transmettre le côté juridique avec les réflexes à avoir. Mais souvent, en réalité, sans dire qu'on fait un métier qui est pas au-dessus des autres, c'est beaucoup de bon sens. Le droit, c'est du bon sens, c'est la traduction du bon sens au quotidien, en fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre. Est-ce que tu leur parles un peu de toi et de ton parcours? Est-ce que pour toi, il y a une question de mindset, justement, qui est important à avoir et que tu essayes de les amener vers la psychologie du métier pour peut-être les blinder un petit peu? Ouais, mais au début, je le faisais tout de suite comme si j'avais besoin d'étaler mon CV en disant comme vous, je viens de la street. Et en fait, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on le sait, on se sait, en fait. Ouais, je vois de ouf. Et donc, il y a le constat, mais surtout là, on est là pour avancer. Et donc, si tu comprends ce que je te dis, on avance, tu vois. Et c'est aussi de leur faire réaliser qu'il y a plein de valeurs qu'ils ont pu apprendre dans ou leur quartier ou l'endroit où ils ont grandi, peu importe d'ailleurs, qu'il faut capitaliser dessus. Et t'arrives à célébrer, t'arrives à être fier de toi aujourd'hui en sachant ce que t'as enduré, ce qu'on t'a dit, t'es tombé très très bas, t'as fait ce burn-out, et t'arrives à te dire putain, il y a quand même la CCI qui m'a contacté pour un programme entrepreneur. Aujourd'hui, je préside un club de basket, il y a l'asso. Enfin, tu réalises quand même tout le travail qui a été fait, t'arrives à célébrer? Oui, alors je préside pas, j'ai présidé plus jeune. Quand j'avais 27 ans. Secrétaire général. Ouais, je suis secrétaire générale. Je mélange tous les Non, postes, mais en vrai, c'est des titres. Je trouve, à partir du moment où t'es bénévole, t'es déjà un boss. C'est ce que je me dis. Ouais, j'adore. Par ce là, tu te lèves un matin gratuitement pour passer du bon temps, t'es un boss. Donc t'as pas besoin de titre. Après, le statut du droit des associations fait qu'il faut 3 personnes dans un bureau. Voilà où nous sommes. Mais j'arrive de ouf à célébrer, mais ça fait pas très longtemps. Parce que j'avais vraiment pendant longtemps un syndrome de l'imposteur et je me disais souvent mais devant tout le monde qu'est-ce que je fais là? Et je pense que là où je l'ai plus ressenti, ça a commencé quand on m'a vraiment appelé pour faire une interview avec la NBA. Mais c'était c'était depuis, j'étais nobody. Wow. Alors maintenant je suis un petit quelqu'un, tu vois, mais j'étais nobody. Ah, c'est dingue. Ouais, c'était en 2022. Incroyable. Ouais, il faut que tu parles anglais et tout? Non, c'était en français, c'était NBA Europe. Ouais. Alors que pour le coup, j'aurais pu le faire en anglais. Et c'était en français. Et là où j'ai vraiment réalisé, je pense, c'était Combini, j'avais pas encore réalisé. Bouscapé, j'avais pas réalisé du tout. Déjà parce que je connaissais. Lourd, Bouscapé, franchement. Mais je connaissais pas de médias en fait parce qu'en région, en province, il n'y avait pas Bouscapé. Il y avait pas le chairman aussi où on m'a dit mais t'es vraiment quelqu'un. J'ai fait mais y a un mec qui m'a appelé. J'ai dit ok si je peux transmettre, mais sinon je sais pas qui c'est quoi. Je pense que c'est quand on m'a appelé pour faire la statue de basket de l'Assemblée nationale. La statue, c'est quoi ça? Ah, tu savais pas ça? Non, 2024, ça a été une grosse année. En vrai, ça a commencé très fort. En gros, il y avait des statues pour les JO avec un sport devant l'Assemblée nationale. T'avais le surf, t'avais le javelot, vrai sport. Ouais, du coup. C'était des sports improbables. Ouais, grave. Juste pour les JO. Il y avait le basket, etc. Et t'avais la boxe. Et t'as eu la Vénus de Milo qui était incarnée par tous ces sports. Et il y a une meuf avec qui je fais du sport qui est championne de boxe qui a transmis mes coordonnées au sculpteur. Et donc, en fait, moi, j'ai incarné la Vénus de Milo côté basket à l'Assemblée nationale. Et donc, quand j'ai vu ma statue, alors ce ne sont pas ma poitrine, ce ne sont pas mon six-pack, mais en tout cas, c'est une grosse partie de ma silhouette. Et de te voir là-bas, tu dis, ah ouais, il y a eu un chemin qui est passé, quoi. Ouais, c'est une consécration. Ouais, c'est une belle consécration. L'insatisfaite que t'étais, elle arrive à satisfaire. J'étais une éternelle insatisfaite et maintenant, en vrai, ça va. C'est trop bien. T'arrives à comprendre le déclic qu'il y a eu pour lâcher prise chez toi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de précis? Ou vraiment c'est un travail long terme thérapeutique? C'est un travail long terme thérapeutique et surtout, je continue à avoir mes thérapeutes quand ça va. Parce que le vertige, je le retrouve assez vite. La rechute, elle est... je dis pas que ça tient un fil, ça se consolide au fur et à mesure, mais je sens que je peux avoir des rechutes. À un moment, je me dis, c'est trop.
C'est beaucoup trop. Et c'est marrant parce que tout ce qui est podcast, etc., c'est par vague. Et parfois, je me dis, mais je suis en tournée, frère. Enfin, un jour, je suis chez toi, un jour, je suis là. Bah, là, je suis en tournée, en fait. Clairement, j'ai un podcast vendredi, samedi, je suis à Sciences Po. Et je me dis, Sciences Po, moi, à l'époque, j'ai pas osé y postuler en terminale parce que je me suis dit, c'est pas fait pour moi. C'est incroyable. Ouais. Et la première fois où je suis allée à Sciences Po pour intervenir, j'ai dit, mais frère, qu'est-ce que je fais là? C'est le 7e arrondissement. C'est ouf. Ouais. Et là, t'es là, tu donnes une conf. Ouais. Ouais, on m'a dit, c'est ultra plein. J'ai fait, mais ouais, ok, let's go. En vrai, on va tous s'amuser, tu vois. C'est trop inspirant, meuf. Hein. Ouais, bah écoute, moi, je dis toujours que je transpire plus que j'inspire, mais tu vois. Non, mais ce qui est génial, c'est que tu vois, tu pourrais trop garder ça pour toi. Et ça serait ok s'il y a des trucs que t'as pas réussi à transformer, mais t'es dans la transmission. Et en fait, des gens qui peuvent se retrouver, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été broyés par des rencontres entrepreneuriales, salariales, etc., ton parcours de résilience, ce que tu as réussi à faire derrière et d'arriver à être toujours là, souriante, etc., alors que tu reviens quand même de très très loin, ça donne grave espoir. Déjà, j'ai eu des années d'appareil dentaire, donc je me dis que mes dents, il faut que je les monte, tu vois. Pour rentable. Ouais, pour rentable. C'est un petit strass et tout. Ouais, j'ai capté. Ouais. Et non, mais c'est aussi que moi, si on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, que pas que ça allait être que dur, mais que tu vas kiffer, qu'il y aura des moments où ce sera difficile, eh ben, j'aurais pris la vie autrement. Et aujourd'hui, je me dis, enfin, à quoi bon de cacher les choses, en fait? Tu te fais du mal plus qu'autre chose. Moi, j'ai trop menti quand j'étais jeune. Je me suis inventé tellement de scénarios que, franchement, c'était trop une prise de tête. Donc, en fait, maintenant, ben, viens, arrête de mentir. Ce sera beaucoup plus simple. Et ça te réussit tellement bien, surtout. Non, mais franchement, tu te poses pas de questions quand tu te dis, je m'invente des vies, je galère. Ah ouais. Charge mentale et je me laisse porter et ça marche. Il n'y a pas photo dans l'histoire. Ah non, il n'y a pas photo. L'authenticité, la puissance de l'authenticité. Mais ça, tu vois, ça paraît, tu vois, discours démago, c'est très fort. Ça, c'est une clé à garder de fou. Hein. Non, mais le pouvoir de l'authenticité. On croit que les choses, elles sont graves, dures, non. Ouais, en fait, et c'est ça, à un moment, j'avais peur de tomber dans, allez, t'es une femme noire, t'as galéré, t'es sortie des sentiers battus, ça y est, maintenant tu pèses. Je veux pas être ce symbole, en fait. C'est bon, la minute UNICEF, moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Ça saoule. Ça saoule parce qu'en fait, c'est pas vrai. J'ai eu une très belle enfance, une très belle adolescence. Alors oui, avec des râteaux comme plein de monde. Oui, j'ai redoublé ma seconde, etc. Mais ma mère, elle a tellement tout fait pour nous. Enfin, j'ai pu être trop à la mode. Je regardais des photos de moi quand j'étais plus jeune, mais j'étais tellement stylée, telle les Spice Girls et tout. Et j'étais, mais pourquoi on se fait autant de mal à croire qu'on n'est pas à notre place, en fait? Donc, aujourd'hui, tu veux vraiment pas être dans l'image de victimisation. Non, ça y est. Symbole de force. Ouais, symbole de force. Et en fait, je slay, donc ça te plaît pas, casse-toi, en fait. Slay de ouf. Mais personne t'a envoyé. Va là-bas. Vraiment. Excellent. C'est ça. Donc, tellement raison, meuf. Merci. On va revenir un petit peu sur l'idée de, c'est quoi, syndrome de l'imposteur, mais plutôt du côté d'un concept que Marlène Schiappa m'a appris. Dis-moi. Est-ce que ça te parle, le concept de présomption d'incompétence? Est-ce que le terme, tu l'as déjà entendu? Non, j'ai pas entendu, mais je trouve que c'est un très beau terme. Moi, c'est brillantissime. C'est ultra brillant. En fait, je l'ai interviewée et elle en a parlé. Elle a expliqué que c'était le fait qu'en fait, on remet plus facilement en question la compétence d'une femme par rapport à un homme. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà senti dans ta carrière qu'en tant que femme, tu avais cette présomption d'incompétence et que tu devais plus prouver là où un homme qui faisait le même taf que toi, on le considérait tout de suite plus légitime. Bien sûr. Ah, mais le mec arrive, c'est un boss. Toi, t'arrives, t'es bonjour, oui, alors je suis avocate depuis X années, je suis passée par tel et tel cabinet. T'es obligé de te justifier. Et moi, maintenant, c'est fini, ça, j'ai la flemme. Surtout que, en vrai, je sais que je pèse. Déjà, je pèse lourd. J'adore. Non, mais je sais que, en plus, je suis lourde. T'as tellement raison. Non, mais ça y est, moi, j'ai trop souffert. Enfin, pendant longtemps, j'ai souffert. Maintenant, ça va, large. Donc, encore une fois, ça te plaît pas, tu pars. Les clients qui viennent me voir, ils me choisissent, mais moi aussi, je les choisis. Si je vois que c'est des cassos et qu'ils sont pas en phase avec eux-mêmes, on est 34 000 avocats à Paris, ils trouveront des plus chers, des moins chers. Si ça te plaît pas, tu t'en vas. Et effectivement, pour revenir sur la féminité de manière générale, nous-mêmes, on se met des barrières. Et pareil, il y a une déconstruction à faire. Et c'est encore une fois pour ça que moi, je veux voir les enfants, mais avant tout les filles, pour leur dire, il n'y a pas de ma petite, t'es une bosse en fait. Donc, cette présomption d'incompétence, ça commence dès l'enfance. Et je trouve que c'est encore plus vrai que le syndrome de l'imposteur. On a beaucoup parlé du syndrome de l'imposteur.
Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est je n'ai rien à faire là, mais la présomption d'incompétence, c'est que tu te dis de fait que tu ne peux pas y arriver et qu'on ne t'attend pas là. Et oui, moi j'ai des confrères qui, quand je dis Monsieur le Président ou confrère, on va me répondre Mademoiselle. J'ai déjà un juge qui m'a répondu ma petite et j'ai dit mais excusez-moi. Alors Monsieur le Président, avant juste de commencer ma plaidoirie, il y a deux choses. Soit vous m'appelez ma petite, je vous appelle mon vieux parce que vous voyez. J'adore. Soit non mais moi je m'en bats. Après le problème c'est que le client il peut être ultra vénère. Mais il sait quand il signe la convention d'honoraires. Je suis pas en train de me travestir, hein. Je suis pas la Cadiatou mielleuse qui parle totalement comme ça. Mais et après, quand il a signé, tu vas respecter. Bah oui. Tu demandes rien que ce qui t'est dû. Mais c'est ça, juste le respect en fait. Donc, il a réagi comment ce juge? Il a ri. Ouais. Bah il avait intérêt en vrai. Ouais, Bah sinon j'aurais fait des blagues. Ouais, tu peux rien répondre parce qu'il se disait que j'allais peut-être juste soit bégayer, soit avoir les larmes aux yeux avant ma plaidoirie. Donc je lui ai dit soit vous m'appelez Maître, je vous appelle Monsieur le Président, soit vous m'appelez ma petite, je vous appelle mon vieux. Mais voilà. Enfin, il faut juste que vous soyez prévenus. Et je vais pas être vénère, je vais pas faire ma sauvage parce que pareil, il y a les clichés, les Noirs ils ont le sang chaud, etc. Non, je vais te répondre de manière agressive parce que je suis un peu. Tu vas respecter, t'as raison. C'est ça. Même quand on va me critiquer parce que je vis en basket, ça aussi c'est un sujet. C'est un putain de sujet, meuf. C'est un sujet sur l'apparence des compétences. On te voit habillé pas en blazer. Oui. On considère que t'es tout de suite t'es un schlag sorti de je sais pas quoi et que tu sais pas bosser, on te fait pas confiance. Et la présomption de l'incompétence passe aussi par là chez les femmes qui veulent mettre des talons, avoir un tailleur ultra moulant pour qu'on voit que c'est des femmes. Bon, sauf preuve du contraire, on voit que t'es une femme et si t'es pas une femme, bon bah c'est pas grave, ça va très bien aussi. Et le fait que il faut qu'elles aient des loups-boutins. Alors ça c'est comme ça à Paris pour beaucoup. Et moi je leur dis en fait les cousines, moi je fais du 42, j'ai un pied comme ça, donc mon pied ne rentre pas dedans et même enfin j'ai pas du tout envie quoi. Et donc elles ont besoin de porter des talons pour se sentir plus grandes, plus légitimes et ça passe par là. Et le fait de sortir parfois pour certaines, pas toutes, sans maquillage, elles sont mises à nu. Donc en fait, on va voir leur vrai visage et ça c'est pas bien. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça passe par là, après, dans son incompétence. Ah, mais t'as tellement décrit le truc. Ouais, c'est vrai, parce que c'est un terme qu'on connaît pas. Mais en fait, je pense que tout le monde connaît l'histoire du truc. Ouais. Au final. Ah, mais bien sûr, on l'a tous vécu. De se surjustifier dans une histoire. Toujours. Face à quelqu'un. Et il y a toujours un truc, si ça va, derrière, on va te poser la question. Mais t'es sûr que ça va bien? En fait, tocard, je te dis que ça va. Laisse. Ah ouais, en vrai, t'as raison, je suis vraiment. En fait, les gens attendent juste qu'on se dise, ah non, je suis au fond du seau. Mais heureusement que t'es là pour me le rappeler. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, non, mais oui. Donc, ouais, c'est ça. Donc, présomption d'incompétence, ça me parlait pas il y a 5 minutes, mais je peux en parler pendant 5 heures, comme t'as vu. Ouais, mais trop passionnant. C'est passionnant. Trop passionnant. Ouais. Et au passage, t'as parlé de ta relation avec tes clients, là, tout de suite. T'as dit que, en fait, il y a 34 000, je sais pas combien d'avocats, donc s'ils veulent se barrer, qu'ils se barrent. C'est une évidence pour toi, vraiment, de te séparer des clients, de choisir tes clients si c'est trop de charge mentale pour toi et qui te saoule, en fait? Je remets souvent des coups de presse en disant, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Bon, évidemment, c'est pas le cas, mais je me suis déjà séparée de clients, ouais. Quand je dis qui te saoule, on se comprend qu'ils te respectent pas, quoi. Ouais, et qui ne respectent pas aussi un peu les règles que j'impose. Vu que moi je fais du contentieux, c'est souvent trop tard et ils sont en stress. Je peux comprendre qu'ils sont en stress. Moi, je suis ultra réactive. J'essaie quand même de répondre dans la foulée pour leur dire détendez-vous. Vous êtes entre de bonnes mains et si je vois que ça va au-delà de mes compétences, on en parle avec un confrère, etc. Ou une consoeur naturellement. Mais il y en a qui osent me dire oui, c'est pas normal que la facture ne soit pas numérotée, c'est quand même une mention obligatoire, c'est quand même bizarre que toi en tant qu'avocate tu ne sais pas. J'ai dit alors frérot, je suis avocate et pas comptable et si ça te plaît pas, déjà tu me parles pas comme ça, je ne suis pas ton pote et si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs. Et ton dossier, je le donne à l'avocat que tu auras choisi, mais moi il est hors de question qu'on me parle comme ça. Mais c'est génial. Donc toi, c'est vraiment respect, valeur. Pas l'argent, c'est la base. C'est la base. Quand t'es à ton compte, c'est obligatoire en fait. Parce que moi, je dis toujours, en fait, tu quittes le salariat où t'es entre guillemets soumis à un système. C'est pas pour te faire soumettre par le système de quelqu'un d'autre. C'est toi le boss de l'histoire. C'est clair. Ah non, j'ai pas le temps en fait. Et puis, certes, il y a l'argent, mais la paix, ça n'a pas de prix. Moi, je préfère. Enfin, je l'ai vu dans mon premier cabinet. J'étais quand même à 90 000 euros par année. Donc j'ai été super riche par rapport à tout mon entourage. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Et après, je suis allée dans un cabinet où je gagnais moitié moins et ça allait beaucoup mieux. Donc, je suis déjà passée par là. Donc, les clients, s'ils sont pas contents, ils vont voir ailleurs. Vraiment. Et aujourd'hui, en étant entrepreneur, t'es satisfaite de
l'équilibre global, financier, santé mentale. Ouais. Et ben moi, je sais que j'ai eu de la chance. Alors de la chance. Non, il n'y a pas que de la chance. On la travaille. C'est du Il travail. y a toujours une part de chance. Oui. Mais grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que moi, j'ai toujours des prospects qui m'appellent, je pense, max tous les 2 jours. Donc, j'ai une chance énorme d'avoir beaucoup de clientèle. J'ai de la chance aussi de faire de plus en plus de l'influence engagée. Je sais où je peux facturer sur des gros dossiers pour donner des cours en école de commerce qui me ressemblent, parce que je ne vais pas dans les grandes écoles de commerce, je ne vais plus dans les grosses facs. Avant, j'étais à Assas, et en fait, non, ce n'est pas du tout ma vibe. Donc, je n'y vais plus. Et je fais ce que j'ai envie de faire, même si parfois j'ai des mois où je gagne moins, mais je sais que je vais rattraper après, en fait. Et même le bonheur, entre guillemets, eh ben, encore une fois, ça n'a pas de prix et je préfère être bien satisfaite. Et après, bon, ben, quand il faudra chercher du travail, j'en chercherai. Mais pour l'instant, je touche du bois, c'est-à-dire moi-même. Ça va. J'adore, c'est trop inspirant. C'est quoi ta définition du bonheur, justement? Sourire, je crois. Jouer. Bah, tu me fais sourire. Ouais. Non, être satisfaite au quotidien et surtout, de me lever, en fait. Déjà, je me dis, si je me lève, ben, c'est déjà que ma journée, elle démarre bien. C'est hyper stylé comme réponse. Merci. J'adore parce qu'on a tendance à glorifier vraiment le bonheur et toujours dans cette idée que tout est difficile et que tout est inatteignable et que c'est forcément des trucs de ouf hyper impressionnants. Ça peut être vraiment des petites choses. Bah oui. Non, mais, enfin, tu te lèves, tu respires, il y en a, enfin, c'est des trucs bêtes, mais ils sont juste avec un appareil à côté de leur lit ou parfois ils ont pas de toit, il fait super froid. Toi, tu te lèves dans un lit, ben, ça va, t'as bien dormi. Il y en a, ils ne dorment pas parce que ou ils travaillent en 3x8, ou ils travaillent pas, ou ils ont des galères comme pas possible en termes surtout de santé. Et ben nous, ça va quoi. Non mais j'adore. Capacité de relativiser incroyable. Il faut. J'aime vraiment. Pour la fin, ton mot de la fin, est-ce que tu pourrais donner des conseils à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui peut-être sont du PR, au spa ou quoi que ce soit? Premier conseil, bien se renseigner. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a accès à beaucoup de choses, mais se poser les bonnes questions. Ce qui emmène tout de suite à un conseil qui est pour moi fondamental, c'est de pas avoir peur. Il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de je suis pas sûre parce que je suis pas à ma place, il faut que j'ai le meilleur business plan. Parce que il y en a, ils ont 14 ans, ils connaissent le terme business plan, mais après on leur dit donc tu vas faire un pitch deck, ils me disent quoi? Je dis ben voilà. Vous ne savez pas de quoi vous parlez et c'est pas grave. En fait, si tu as une idée et que tu sais sous combien de temps tu as envie de la lancer, eh ben tu la lances et puis après ton idée va évoluer vers le haut, vers le bas, peu importe. Et il faut pas avoir peur des turbulences. C'est surtout ça. En fait, il faut être gainé quoi. On va dire ça comme ça. C'est une planche et il faut que ça reste une planche. Si ça reste pas une planche, c'est pas grave, faut l'accepter. Et donc plus d'avoir dans l'entrepreneuriat en tout cas des valeurs humaines avant tout, de comme je disais de pas avoir peur, de s'entourer, de pas se sentir nul, oser admettre qu'on ne sait pas. Parce que on a toujours quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose, même si c'est va nous tirer vers le haut, mais aussi vers le bas, et on apprendra à ne plus faire confiance à ces personnes-là. Et surtout de se dire que chaque jour est différent, et j'allais dire chaque chose suffit à sa peine, un truc genre. Ouais, chaque jour suffit ça. Ouais, t'as vu, c'est chaud cette histoire. Ouais, de toute façon, Frère, je sais pas parler français. Non, mais sur ma vie, les expressions, c'est toujours. Ah non, moi j'ai dit t'es trop fleur rose une fois, j'étais non, c'est fleur bleue. C'est génial. Non, mais ouais, ou tu piques comme une mouche et piqué comme un. Ouais, bref, j'ai dit qu'ils veulent un bœuf, volent un œuf. Moi, j'ai dit. Qu'ils veulent un œuf, volent un œuf. Ça va. Non, c'est drôle. Non, mais moi, en vrai, j'aurais dit, ok, cool. Parce que j'aurais pas capté. Mais j'ai dit à un client, vaut mieux tuer la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Rien dire. En vrai, c'est très, très drôle. Mais ça veut rien dire. Mais en tout cas, ouais. Faudrait faire un recueil des expressions. Je te jure. Mais mes anciens collègues avaient fait ça tellement que je disais de la merde. Mais en tout cas, pour les jeunes, d'avoir conscience de la force qu'ils ont et que dans tous les cas, il y aura des moments où ils seront surpris parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est la vie, en fait. Donc, entreprendre, c'est vivre. Disons ça comme ça. Oh, waouh. Wow, si inspirant, si puissant. Merci. Non, franchement, c'est un épisode rempli de clés, hyper puissant, tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. La transmission, là, elle est à son paroxysme. J'espère. Ben, franchement, ouais, c'était très, très intéressant. J'ai passé un moment incroyable. Est-ce que toi, t'as apprécié ce moment? Oui, j'ai bien apprécié. J'aurais pu parler pendant 3 heures, mais c'est pas grand-chose. Mais on se prendra des verres, t'inquiète. Oui. Et en vrai, s'il y a des questions de manière générale, bah, il faut pas hésiter à te parler à toi parce que t'as aussi un parcours ultra inspirant. Ben c'est vrai, et il faut le dire parce que je trouve qu'on le dit pas assez. En fait, et je vais pas repartir sur un autre débat, mais on est dans un système où
quand on dit rien, ça veut dire que ça va. Tu sais, c'est comme quand t'es à l'auto-école, on dit tout droit. Ben, en fait, c'est bien de dire aussi quand c'est bien ou quand il faut aller tout droit parce que sinon, on sait pas où on en est. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que pour les jeunes qui nous écoutent et les moins jeunes, il faut pas hésiter à dire quand c'est très bien et c'est pour ça que je te le dis. Merci pour tout ce que tu fais. Non, c'est important parce que je pense que t'es très inspirante et que on a besoin de modèles comme toi pour la relève, surtout. Mais t'es trop gentille. Mais c'est vrai. T'es trop adorable, hein, mais franchement. Non, c'est vrai. Je te donnerai les 500 balles après. Non, arrête, toi aussi. En espèces, merci. Non, vraiment, merci. Ça me touche vraiment de toi parce que je te l'ai dit tout le long. Pour moi, t'incarnes vraiment quelque chose. Merci. T'incarnes ce personnage qui de résilience, qui a transcendé et transformé beaucoup de choses, qui aussi dédramatise. Et ça, vraiment, merci pour ça. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des personnes comme toi qui dédramatisent les psys et qui vraiment sont OK pour prendre soin de leur santé mentale et qui en sortent transformés et le disent parce que c'est vraiment nécessaire de se faire accompagner quand on a certains traumas profonds qui sont générés de proches temporellement ou peut-être de plus loin de l'enfance et tout. Ce que t'incarnes, meuf, c'est hyper précieux pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les avocats, les pas avocats, les gens qui veulent plaider en basket, les femmes. Et pour les moches. Non, je rigole. Pourquoi les moches? Je rigole. Non, c'était jamais dire un truc comme ça. Non, mais oui, c'est magnifique. Non, mais je dis pas, merci, mais c'est plus, genre, c'est pour tout le monde, quoi, c'est pour ça. Tout le monde, non, mais pour de vrai, ton discours est très inclusif. Merci. Et, tout ça avec le sourire est très solaire. Donc, on apprécie beaucoup. Merci. Vraiment, il faut te suivre sur Insta. Tu nous rappelles d'ailleurs tes pseudos? Oui, alors c'est Kadia_, tape. Et après, Kadia tout appelé sur LinkedIn, Kadia tape sur TikTok, et voilà. Facebook, je sais pas si c'est encore... Moi, je l'ai supprimé il y a 2 ans. Ouais, moi, c'est pour les anniversaires, même si je retiens bien, et pour les parents, t'as vu, c'est... J'adore, ouais, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Mais merci beaucoup pour merci. Rempli de clés, hyper inspirant. Merci beaucoup. Ça s'appelle Check le Mésia. Si ça te va, on se fait un check de fin? Oui. C'est quoi le check? Comme tu veux, moi, je m'adapte. Ok. Allez. Comme dans, Le Prince de Bel-Air. J'ai même pas la ref, ma femme. Ah ouais. C'est notre époque. Notre époque. Bon. Je me rattraperai. À bientôt. Tchuss. Ciao. C'est sur 2002, tchuss, hein. Ouais, j'avoue, mais c'est pas grave.